bienvenue dans le courrier des auditeurs de la semaine qui est animé par Sasa et Floriane. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de choses à vous partager. On va commencer par vous rappeler les concours comme d'habitude et puis passer aux questions. Donc il y a en ce moment le concours trimestriel avril, mai, juin pour lequel on vous demandait de citer des mesures prises à Taïwan au niveau du gouvernement central ou local pour encourager la natalité. Ah oui, il y a pas mal de choses à citer là. Donc, Voilà, le choix est large et vous pouvez gagner des tongs ou sandales taïwanaises typiques en magnet. ça c'est rigolo. Ouais. Alors, on avait également bien sûr le concours du mois d'avril et la question est quel est le verdict en première instance du jugement de Ko Wen-je. Donc je rappelle que Ko Wen-je c'est l'ancien maire de Taipei, également ancien président du Parti populaire taïwanais TPP qui s'était présenté à l'élection présidentielle de 2024. Eh bien voilà, il a été condamné en première instance et on vous demande justement quel est le verdict. Pour les heureux gagnants, il y aura 5 bandoulières pour téléphone portable. Ah, c'est pratique ça comme cadeau. Voilà. Et puis il y a un autre cadeau qui est possible aussi dont on avait eu des questions à propos du fanion de RTI de cette année. Oui, tout à fait. C'est Christian Guibaudot. Merci beaucoup de nous avoir contactés à ce sujet. Justement, c'est l'occasion de le rappeler. On vient de recevoir un nouveau fanion de RTI pour l'année 2026 et il est magnifique puisqu'il y a la fameuse pyrole ou pie bleue de Taïwan qui est figurée dessus. On vous a d'ailleurs concocté une petite photo pour illustrer ce courrier des auditeurs, si vous voulez le voir en avant-première. Et comment faire donc pour gagner ce fanion ? Eh bien, c'est très facile, puisque tout le monde sera sélectionné. Oui, il suffit pour ça de nous indiquer que ça vous intéresse, ce fanion, que vous avez envie d'en recevoir un, et de nous envoyer 3 rapports d'écoute. Au moins. Au moins. Il n'y a pas de limite maximum. Vous pouvez toujours nous en envoyer tous les jours aussi. Hein, mais... d'ici fin mai. Voilà, d'ici fin mai. Et donc en nous indiquant clairement que c'est pour obtenir le fanion de RTI de cette année. Voilà, donc on espère que vous allez nous envoyer de nombreux rapports d'écoute et également des questions pour que l'on puisse continuer à y répondre dans cette émission. Voilà, des questions ou parfois des partages aussi, puisque récemment nous avons également eu le partage d'un article du Monde par Paul Jamet. Par Paul Jamet, c'est ça ? Oui. Au sujet de l'actualité brûlante interdétroit. Oui, tout à fait. En fait, c'est donc le sinologue Jean-Pierre Cabestan, qui est assez connu en fait sur la géopolitique dans la région, qui a écrit une tribune dans le journal Le Monde à propos de cette rencontre entre le président chinois Xi Jinping et la chef de l'opposition taïwanaise Zheng Liwen, donc présidente du parti Kuomintang. Cette rencontre du 10 avril qui a quand même fait couler beaucoup d'encre un peu partout. Et même d'ailleurs à RTI, on en a beaucoup parlé. Oui, dans les news, d'abord dans l'actualité, et puis dans les décryptages de mardi et mercredi de cette semaine. Oui, le 14 et 15 avril. Voilà. Si vous voulez retrouver ça, n'hésitez pas à faire une petite recherche sur Internet. Alors, pour revenir un petit peu quand même sur cet article de Jean-Pierre Cabestan, qui s'intitule « On reste encore loin d'une résolution de la question taïwanaise », entre guillemets. En fait, il nuance un petit peu les fruits de cette rencontre, parce que même si du côté chinois, le Parti communiste se réjouit en fait des concessions qu'a fait Zheng Liwen, puisque d'après, en tout cas Jean-Pierre Cabestan, elle est même allée plus loin que ce qu'avait fait l'ancien président Ma Ying-jeou, par exemple en reprenant l'idée de Pékin que simplement en mettant de côté les différences politiques entre la Chine et Taïwan, les deux rives du détroit pourraient établir des relations gagnant-gagnant pour une communauté, pour un avenir commun, mais aussi une communauté de destin de l'humanité, n'est-ce pas ? Ça va très loin. En tout cas, ça c'est les beaux discours et ce qui fait plaisir à Pékin.
Toutefois, Jean-Pierre Cabestan note que Zhang Liwen n'a rien dit de l'unification, par exemple. Elle n'a pas non plus fait allusion à la République populaire de Chine. Donc, il y a quand même certains points sur lesquels elle est restée ambiguë. Et si on revient à Taïwan, il faut aussi replacer ça dans le contexte où, en fait, la majorité des Taïwanais se sentent taïwanais et non pas chinois. Selon les sondages, c'est très clair. Et puis même au sein du KMT, il y a différentes factions. Et Zhang Liwen ne représente pas forcément l'avis de toutes les personnes au KMT. Et Jean-Pierre Cabestan note notamment que la maire actuelle de Taichung, Lu Xiaoyan, elle est en fait pressentie peut-être pour être candidate à l'élection présidentielle de 2028. Et elle est beaucoup plus favorable que Zhang Liwen, par exemple, à un budget de la défense renforcé à Taïwan. Budget de la défense qui est quand même encore bloqué par le KMT au Parlement. De même que le budget de l'année 2026, qui va peut-être être bloqué débloqué avant les élections de novembre, je sais pas. Ce serait bien quand même. C'est assez hallucinant en fait de voir comment le KMT, en l'occurrence, bloque complètement le gouvernement en n'étudiant pas le budget. Bon, là, ils ont annoncé qu'ils allaient l'étudier mardi prochain, donc il faut voir qu'est-ce qui sera passé, qu'est-ce qui sera étudié en commission, comment ça va avancer. Mais en tout cas, ça fait... Enfin voilà, on est déjà mi-avril, fin avril, et on n'a toujours pas de budget pour cette année, donc... Comme quoi, on peut fonctionner sans budget. Enfin, presque, mais... Je sais pas... Justement, je sais pas trop comment ils font, mais... Comment ils font, ou qu'est-ce qui va bloquer en premier, parce que je pense que le gouvernement actuel continue de distribuer sans être sûr en fait d'avoir de quoi donner cet argent pour beaucoup de postes. Donc c'est des sujets à suivre, mais pour revenir à l'article de Jean-Pierre Cabestan, je reviens juste au dernier point dans son article que je trouve en fait le plus intéressant, c'est finalement à scruter avec attention la prochaine rencontre entre Xi Jinping, le président chinois, et Donald Trump, son homologue américain. Donc, d'après lui, il est peu probable que, en fait, les États-Unis lâchent trop de l'Est par rapport à la Chine à ce moment-là sur le dossier de Taïwan. Bon, après, avec Donald Trump, on est quand même habitué à des surprises, donc on verra quand même ce qui va se passer. Mais de manière intéressante, donc Jean-Pierre Cabestan souligne quand même que un retour éventuel au pouvoir du KMT à Taïwan en 2028 n'irait pas forcément à l'encontre des intérêts américains si Donald Trump veut stabiliser en fait la relation avec la Chine, parce qu'il est quand même pas mal occupé ailleurs, on va dire, actuellement. Mais bien sûr à condition que le KMT donne certains gages à Washington, notamment de ne pas trop se rapprocher de la Chine quand même. Ça semble assez lointain comme horizon, j'ai l'impression, vu comment avec Donald Trump justement, oui, les guerres peuvent commencer rapidement. Voilà, ça peut évoluer très rapidement, j'ai l'impression. Donc d'ici ces élections-là, il y a d'abord celle de mi-parcours, donc les élections locales à Taïwan, et puis les élections de mi-mandat aussi aux États-Unis. Donc il va peut-être perdre la majorité à ce moment-là au Congrès. Donc c'est encore à voir comment l'échiquier géopolitique évolue en 2 ans. Je pense que ça changera quand même probablement beaucoup. Et puis il faudra voir aussi s'il y a le TPP qui reste encore une force importante ou pas à Taïwan d'ici dans 2 ans, parce que c'est maintenant eux qui ont les sièges qui font peser la balance du côté du KMT, qui ont les 6 sièges clés un peu au centre, et qui ne seront peut-être plus ici aux prochaines élections législatives à Taïwan, puisque leur président vient d'être condamné en première instance à... Leur ancien président, oui, à une durée que vous allez nous dire en répondant aux questions. Et puis, une des députées vient de se faire éjecter aussi de sa place et du parti parce qu'elle était... Enfin, il y a beaucoup de controverses autour d'elle du fait de son origine chinoise et le fait qu'elle n'a pas présenté de preuves d'avoir renoncé à sa nationalité chinoise. Donc voilà, il y a toutes ces controverses autour de ce parti et c'est pas du tout sûr de voir comment est-ce que celui-là ou une autre troisième force émerge d'ici les prochaines élections législatives. Donc c'est aussi avec un grand point d'interrogation à Taïwan pour la suite
du paysage politique en dehors des deux grands blocs qui sont le DPP et le KMT. Et dans l'article de Jean-Pierre Cabestan, il n'a pas parlé des mesures en fait annoncées par la Chine après cette visite, et ça c'est aussi quelque chose à suivre, dont on a d'ailleurs parlé dans le décryptage du mercredi. De mercredi 15 avril, et dont on parlera peut-être encore ces prochains jours. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à Paul Jamet de nous avoir signalé cet article. Voilà, et on remercie aussi Jacques Augustin pour ses courriers fréquents et ses questions qui nous font découvrir beaucoup de choses aussi. Notamment une question sur s'il existe des musées d'ethnographie à Taïwan avec des costumes traditionnels et si la broderie a cours dans le pays. Alors, c'est une question qui m'a semblé très intéressante, en tout cas parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de musées à Taïwan autour des cultures autochtones, principalement dans tout ce qui est ethnographie, anthropologie. Un des musées qui a des éléments sur les cultures autochtones les plus anciens est le musée d'anthropologie de l'Université nationale de Taïwan, puisqu'en fait, bon nombre de ces pièces proviennent de la collection de l'Institut d'ethnographie de l'Université impériale de Taihoku, donc Taihoku étant le nom japonais de Taipei, qui était une université fondée sous le régime japonais. Et en 1949, quand l'Université impériale de Taihoku a été réorganisée pour devenir l'Université nationale de Taïwan, les pièces ont été conservées et il y a un musée qui présente maintenant plus de 5000 pièces d'une collection donc acquise dès 1895 par Ino Kanori, qui est un pionnier de l'étude des cultures autochtones à Taïwan. Je ne savais pas qu'il y avait un tel musée à l'Université nationale de Taïwan. Je connaissais celui de l'Academia Sinica, le musée d'ethnologie, oui, mais pas celui de cette université. Mais en fait, c'est ça, ce musée-là, il présente des collections qui sont créées avant, en fait, sur aussi l'ensemble des groupes autochtones de Taïwan. Il est assez riche et il a aussi une salle d'exposition archéologique juste à côté. Alors que le musée d'ethnographie de l'Academia Sinica, il a été créé à partir des collections d'ethnologues de l'institution et surtout à partir des années 1950-60, quand cet institut, donc l'Academia Sinica, a été établie à Taïwan, parce qu'à la base, elle est arrivée aussi après le gouvernement du KMT. Donc, c'est deux étapes différentes à Taïwan. D'où l'importance d'aller voir celui de NTU, de l'université. Voilà, super, en fait. Les deux. Il y a aussi le musée Chongye des cultures autochtones qui est en face du musée du Palais. Oui, je conseille toujours à mes amis d'aller le voir quand ils vont au musée du Palais. Mais j'y suis pas encore allée parce qu'à chaque fois que je vais au musée du Palais, il y a tellement de choses à voir déjà à l'intérieur qu'il n'y a plus trop le temps ou l'énergie de faire un autre musée. Donc je pense que je prendrai un jour pour aller spécifiquement à ce musée-là. Mais il est petit. D'accord. Alors j'ai vu que l'exposition permanente, elle est quand même sur 3 étages, donc il est petit par rapport à celui du musée du Palais, mais pas si petit que ça non plus. Il y a un étage qui est dédié à la chasse et la pêche, qui sont plutôt des domaines traditionnellement masculins. Un autre étage aux techniques de tissage et de vêtements, donc les domaines plutôt féminins. Et un 3e étage dédié au récit des autochtones par eux-mêmes, donc où des personnalités issues de différents peuples autochtones présentent leur culture et leur histoire. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que c'est vrai que c'est une question qu'il y a beaucoup en ethnographie et en anthropologie sur quelle voix est-ce qu'on entend au sujet des peuples autochtones. Est-ce que ce sont à Taïwan donc les Chinois qui viennent parler ou les Japonais qui viennent parler des autochtones ou bien les autochtones qui présentent eux-mêmes leur culture. Voilà, ça c'est intéressant aussi d'avoir ça dans un musée. Il y a évidemment aussi le musée national de la préhistoire qui est situé à Taidong. Qui est super. Qui est fantastique, qui présente toute une section sur les cultures autochtones de Taïwan. Donc les peuples austronésiens de l'Asie de l'Est et du Sud-Est et de l'océan Pacifique et jusqu'à l'océan Indien viennent aussi de Taïwan. Donc dans ce musée, on peut découvrir des choses en lien avec les rites, les structures sociales, les outils des principales tribus autochtones de Taïwan. Tout ce qui est la navigation aussi. Et la scénographie est très bien faite. Oui. Très pédagogique. Et on voit effectivement que les peuples autochtones de Taïwan font partie de cette grande famille austronésienne. Et l'étude des premiers peuplements autochtones de Taïwan est aussi très liée à la préhistoire et l'archéologie. Donc c'est vraiment un musée que je vous recommande chaudement à visiter. Il y a aussi
le Musée national de Taïwan, qui a une grande collection anthropologique, C'est vrai. avec près de 40 000 objets, dont un tiers, 40 000 objets autour des thèmes anthropologiques, dont un tiers proviennent des cultures autochtones. Et il y a même, en fait, dans l'exposition Exploring Taiwan, une maison Paiwan en pierre d'ardoise qui est reconstituée dans le musée. Oui. C'est un musée qui est très, très global, donc il vaut aussi vraiment la peine d'être visité. Celui-là, il est à Taipei. Mhm. Après, il y a aussi des musées qui sont plus thématiques, qui comportent aussi des expositions avec des objets autochtones, que ce soit par exemple le musée de la céramique à Yingge, dans le Nouveau Taipei, qui a beaucoup sur l'histoire des poteries et céramiques autochtones, ou bien des centres culturels spécifiques à une culture autochtone en particulier, comme le centre culturel Ketagalan à Beitou, au nord de Taipei, qui parle beaucoup des autochtones des plaines qui étaient présents dans le bassin de Taipei. Donc là, c'est un lieu qui organise aussi beaucoup de spectacles, des concerts, des festivals, qui est très vivant. Il y a aussi, par exemple, le musée Atayal de Wulai, qui est plus centré donc sur la culture du peuple Atayal parmi les 14 ethnies autochtones reconnues, plus les autres. Mais Je ne savais pas qu'il y avait un musée Atayal à Wulai. C'est un endroit très touristique, mais bon, la prochaine fois que j'y retournerai, j'irai voir. Il est plus connu... oui, le village de Wulai est plus connu pour les sources chaudes que... Mais oui, c'est aussi un village autochtone. Et il y a beaucoup là-bas aussi, ouais. Et en ce qui concerne les textiles en particulier, les broderies, alors il y a assez peu de pratiques de broderie, ou pas dans le même sens que la broderie européenne, mais il y a quand même beaucoup de pratiques textiles qui sont là. Alors il y a le musée des arts des fibres à Taichung, que je ne connaissais pas, qui présente Alors en 4 grands thèmes, il y a la civilisation Han, donc chinoise au sens large, les peuples autochtones de Taïwan, les minorités ethniques du sud-ouest de la Chine et la création contemporaine. Donc c'est un musée qui a été établi en 1990, qui présente des techniques à la fois de fabrication textile, de teinture à base des plantes locales, de couture de Taïwan, mais aussi d'Asie de l'Est et du Sud-Est, de la vannerie également, avec des roseaux, du bambou, du chanvre, également beaucoup de soie chinoise, et puis des techniques de tissage, de crochet, de tricot, de broderie aussi. Et c'est un musée qui propose également des activités ouvertes au public et des cours et formations assez poussées dans beaucoup de domaines particuliers pour transmettre aussi ces techniques. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc il est à Taichung. On peut faire le tour de Taïwan si on veut visiter tous ces musées. Voilà, et en continuant dans le tour de Taïwan, à Chiayi, il y a un centre culturel de la broderie à Puzi. Je ne connaissais pas non plus. Moi non plus. C'est un musée qui expose des objets artisanaux liés à la broderie. Donc il y a des chaussures brodées, des objets de différents pays, des porte-bonheur parfumés par exemple, ou des petits vêtements de divinités aussi, des éventails brodés, et une collection de broderies centenaires qui date de la fin de la dynastie Qing et du début de la République de Chine. Donc c'est, je pense, probablement très beau aussi à voir. Il y a un nouveau musée textile qui a ouvert ses portes à Tainan, en continuant vers le sud, donc en 2014, qui est une ancienne usine textile transformée en musée. Donc là, c'est peut-être plus sur la fabrication en grande quantité autour des usines textiles. Il y a aussi des expositions temporaires, bien sûr, en plus de celles qui sont plutôt permanentes ou des musées dédiés. En ce moment, par exemple, et jusqu'en juillet 2026, il y a une exposition sur les perles enfilées et portées à Beitou, qui comprend donc des pièces d'habillement ornées de perles, de cultures et d'époques très différentes du monde entier. Donc ça prend autant des autochtones qui ont beaucoup d'objets, de vêtements avec des perles, des parures parfois qui sont vraiment magnifiques, mais aussi des pièces de culture africaine ou d'autres régions du monde. Donc c'est vraiment très beau aussi. Et puis il y a des villages, par exemple le village de Sinche à Hualien, qui est spécialisé sur le tissage de la fibre de banane. Et oui. Donc voilà, tu en avais parlé ça dans d'autres émissions. Oui, en fait, ça c'est un reportage que j'aimerais bien faire, mais j'ai pas encore eu la possibilité de retourner là-bas pour le tissage des fibres de banane. Mais j'étais là-bas pour, en fait, un atelier de plusieurs jours sur le tapa. On a fait beaucoup d'émissions sur le tapa, on aime bien le tapa. C'est-à-dire le tissu d'écorce. Ouais. Effectivement, là, il y a aussi beaucoup à dire là-dedans. Il y a
J'en avais parlé aussi dans des émissions autour du musée de la préhistoire, puisque un des chercheurs de ce musée, Zhang Zheshan, a étudié les migrations austronésiennes à travers l'ADN du mûrier à papier, donc l'arbre à partir duquel ce tissu est fabriqué, et donc un arbre qui a été amené par les autochtones dans les différentes îles du Pacifique à travers toutes ces migrations. Donc ça, c'est aussi tout un sujet qui est passionnant. On s'éloigne un petit peu de la broderie, mais on reste dans le textile et les fibres. Il y a aussi après beaucoup de pièces de vêtements ou bien brodées dans des tas de musées différents, notamment le musée national du Palais, où il y a aussi parfois des choses magnifiques, dans tout ce qui est musée d'histoire ou d'ethnologie. Voilà, donc on trouve aussi des vêtements, des tissus et des broderies un peu partout à Taïwan. C'est vraiment quelque chose qui vaut le coup d'être exploré. Donc merci beaucoup à Jacques-Augustin pour cette question qui nous a fait beaucoup voyager à Taïwan. Et on espère qu'il viendra à Taïwan pour visiter ces musées. En tout cas, moi, ça me donne effectivement très envie d'aller les voir. Et alors, pour terminer ce courrier des auditeurs, nous allons prendre une dernière question qui nous vient du Pakistan. C'est Muhammad Akil Bashir qui nous demande comment davantage d'échanges entre les jeunes taïwanais et européens pourraient aider aux jeunes à se comprendre et aussi à promouvoir la paix dans le futur. Alors justement, eh bien, Taïwan, c'est une destination très prisée par les étudiants européens. Sur ces 5 dernières années, il y avait plus de 27 000 étudiants européens dans les universités taïwanaises. Et parmi ces Européens, d'ailleurs, les étudiants français étaient le premier pays d'origine, juste avant l'Allemagne. Donc Taïwan a le vent en poupe, surtout pour les personnes qui souhaitent étudier le mandarin, mais pas seulement. Alors, ce qui est intéressant aussi sur cette question, c'est que justement, début 2026, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a réorganisé ses bourses d'études à destination des jeunes Européens. Et il a regroupé les différentes bourses d'études qui existaient au sein d'un programme unique qui est baptisé Taiwan Europe Scholarship. Et donc ce programme comprend 3 catégories. D'abord les formations diplômantes technologiques, ensuite le programme, ce qu'ils appellent de connectivité et d'échange, qui est assez vaste, et un 3e programme de formation spécifique dans le domaine des semi-conducteurs. Et donc ça n'a rien à voir avec ce qu'ils appelaient les bourses Huayu pour l'apprentissage du chinois, ça c'est encore différent. Tout à fait. Donc ce que tu mentionnes, c'est surtout les bourses du ministère de l'Éducation. Ouais. Donc il y a 2 catégories, il y a celles du ministère des Affaires étrangères, donc qui viennent d'être regroupées, et donc celles que Taïwan propose via le ministère de l'Éducation, qui sont des bourses universitaires et des bourses pour l'apprentissage du mandarin, qui sont également accessibles pour les étudiants européens, et il y en a pas mal. Et aussi, je voulais signaler que depuis début 2025, Taïwan a mis en place un programme qui est quand même assez exceptionnel. Honnêtement, j'ai jamais vu ça dans un autre pays, qui s'appelle Global Pathfinders. Donc c'est un programme qui a été lancé à l'initiative du président Lai Ching-te peu après son élection, donc en 2024. Et à ce jour, donc finalement pas très longtemps après, à peu près 1 an après, ce programme a déjà bénéficié à plus de 1400 jeunes taïwanais de 15 à 30 ans. Et l'idée, c'est de postuler pour recevoir une bourse afin de poursuivre leurs rêves ou de réaliser un projet aux 4 coins du monde. Donc ça ne concerne pas que l'Europe, mais il y a quand même énormément de Taïwanais qui se rendent en Europe, notamment la France a accueilli l'an dernier 36 lauréats de Global Pathfinders et va en accueillir également cette année. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce programme ne s'adresse pas que aux étudiants ou aux jeunes professionnels, mais aussi aux lycéens, sous certaines conditions. Donc vraiment, c'est assez incroyable. Et aussi, il y a un budget conséquent qui a été mis en place. 10 milliards de dollars taïwanais, soit près de 270 millions d'euros sur une période de 4 ans. Et tu te souviens peut-être qu'on avait reçu Lily. Voilà, Lily. Qui avait bénéficié de ce programme, donc une jeune franco-taïwanaise, et que nous avions interviewée à la fois donc, pour le décryptage au sujet de Global Pathfinders et pour ses travaux
de recherche et son parcours dans Femmes d'ombre, Femmes de lumière. Oui, tout à fait. En fait, comme elle est franco-taïwanaise, elle n'a pas postulé pour aller en France puisqu'elle connaissait déjà, mais pour aller dans les forêts de Porto Rico. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'elle a pensé de ce programme Global Pathfinders, vous pouvez écouter le décryptage du 19 février. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur son projet concernant la recherche sur les forêts, eh bien, vous pouvez, et puis son parcours, vous pouvez écouter Femmes d'ombre, Femmes de lumière. Alors, la deuxième partie de la question, est-ce que ces échanges de jeunes peuvent contribuer à la paix ? Alors, personnellement, je ne pense pas que le problème au niveau de la paix mondiale soit au niveau des gens. En général, les gens, quand même, sont plutôt pour la paix. C'est vrai que plus il y a d'échanges entre les différents pays, mieux c'est pour pouvoir se connaître et valoriser les différences. Enfin, voilà, voir que les gens ne sont pas pareils, mais qu'on peut quand même vivre ensemble. Après, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est plutôt au niveau des dirigeants qu'il y a des petits problèmes. Est-ce qu'ils veulent vraiment la paix ? C'est une question. Oui, bon, il y a probablement beaucoup à dire sur les origines de la guerre, mais effectivement, il y a beaucoup de questions qui dépassent les choix de la population et des jeunes surtout qui, très largement, n'ont pas envie d'avoir la guerre. À Taïwan, j'ai l'impression que personne n'a envie de la guerre, puisque de toute façon, si jamais il y a une guerre avec la Chine, elle serait déclenchée par une attaque chinoise et pas par une attaque taïwanaise. Ça pourrait être la Chine qui prend quelque chose que Taïwan fait ou dit comme prétexte pour lancer une attaque, mais de toute façon, Taïwan ne lancerait pas une attaque vers la Chine. Et après, il y a différentes attitudes pour essayer d'éviter la guerre, soit se renforcer pour que ce soit trop coûteux pour la Chine d'attaquer Taïwan, parce que Taïwan aurait la capacité de nuire vraiment à la Chine. Donc celle-ci, c'était plutôt l'attitude du DPP et le KMT qui cherche plutôt à essayer d'aller brosser la Chine dans le sens du poil pour éviter de les irriter et donc pour essayer de garantir la paix de cette façon-là, même si ça veut dire renoncer peut-être à une certaine liberté qu'il y a à Taïwan. Mais c'est vrai que si on revient aux échanges d'étudiants, il y en a de moins en moins entre la Chine et Taïwan pour différentes raisons, enfin tous les obstacles qui sont mis pour administratifs et politiques. C'est un petit peu dommage qu'il y en ait de moins en moins, mais après c'est vrai que pour la Chine, envoyer des étudiants à Taïwan, ils sont pas trop pour non plus parce que ça leur permet maintenant. Voilà, ça leur permet de voir qu'il y a une société en fait qui parle mandarin, etc. et qui est plutôt libre. Donc la Chine empêche ses étudiants de venir étudier à Taïwan, depuis le Covid surtout. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas forcément entre les échanges d'étudiants entre Taïwan et l'Europe qui peuvent le plus contribuer à la paix, mais ce serait entre la Chine et Taïwan. Mais bon, de ce côté-là, comme tu dis, la Chine n'est pas très ouverte. Voilà. Enfin, on espère qu'il n'y ait pas la guerre. Et effectivement, que ces échanges dans le monde, ça permet aussi peut-être à l'Europe de mieux connaître Taïwan, je pense, dans ce sens-là, et de se rendre compte que l'Europe est aussi liée à tout ce qui se passe dans le monde, et donc que si jamais il y avait une guerre à Taïwan, ça impacterait aussi l'Europe. Je pense que dans ce sens-là, ça peut aussi aider pour que l'Europe prenne plus position pour empêcher une guerre d'éclater dans le détroit de Taïwan. Voilà, mais c'est sur ces espoirs que nous allons conclure ce courrier des auditeurs. Merci beaucoup à Mohamed Akil Bachir pour sa question et continuez à nous en envoyer. Voilà, et bien c'était Sasa et Floriane pour le courrier des auditeurs. À bientôt.